Donc, je suis Philippe Plassard, membre de l'Association des journalistes économiques et financiers. C'est moi qui vais un peu modérer, s'il est besoin, ce débat. Bonsoir donc à tous. Bienvenue à Citéco pour ce nouveau débat d'actualité qui va porter donc sur le budget de la France. Ce budget si manifestement difficile à faire, nous l'attendons tous parce que personne n'imagine une France sans budget, tant son importance est vitale pour le pays. Le budget, ce sont au premier chef, bien sûr, nos impôts, et avec celui de la sécurité sociale, nos retraites, nos dépenses d'assurance santé et plein d'autres prestations. Mais le budget, c'est aussi l'acte essentiel qui cadre la politique du gouvernement et le travail de son administration pendant 12 mois. Or, cette année, il faut bien l'avouer, nous n'y comprenons pas grand-chose, tous autant que nous sommes. Les experts les plus chevronnés se perdent dans les méandres de la vie parlementaire. Et nous baignons encore ce soir dans la confusion. On ne voit toujours pas se dessiner l'esquisse d'un budget. C'est donc d'autant plus méritoire à nos deux débatteurs d'avoir accepté de nous apporter leur éclairage. Il s'agit de deux économistes éminents qui sont donc par construction des êtres de raison, cette rationalité, cette distance dont nous avons tant besoin aujourd'hui dans le débat public et qui manque parfois. Catherine Loboshansky, bonsoir. Vous êtes professeure à l'Université Paris de Panthéon, Assas, membre du Cercle des économistes. Xavier Rago, bonsoir. Vous êtes président de l'Observatoire français des conjonctures économiques, le FCE. Et membre des économistes. Et membre du Cercle aussi. D'accord. Je vous propose d'organiser ces échanges en deux parties. Nous disposons en grosso modo d'une heure pour nous permettre d'avancer à notre rythme dans cette exploration. Je vous propose de nous concentrer en premier sur le budget de 2026, car même si nous ne connaissons pas la copie finale, nous allons tenter de tirer déjà quelques enseignements de sa procédure inédite d'élaboration et de voir ses implications économiques. Mais il y aura une suite, car le budget 26 n'est qu'un début, une entame dans le processus de redressement des comptes publics du pays. Faut-il le rappeler, le déficit budgétaire est à 5-6% du PIB et la France a promis de revenir dans les clous des 3% en 2029. Comment faire? Sur quoi agir? Le redressement des comptes est-il compatible avec la préservation de notre modèle social? Sur quels principes asseoir les arbitrages nécessaires? Ainsi, nous verrons peut-être à l'issue de cette réunion si nous arrivons à résoudre l'équation budgétaire impossible de la France, qui était l'intitulé de notre conférence. Commençons donc par le budget 2026. Tout d'abord, comment l'un et l'autre jugez-vous le travail des parlementaires mené jusqu'à présent suite à la liberté que le Premier ministre leur a laissée? Le résultat est-il à la hauteur de vos espérances? Catherine. On peut dire que le travail des parlementaires, il a d'abord reflété l'insuffisance de l'éducation économique et financière de la population française dans son ensemble, dont celle des députés. Et c'était une des raisons, d'ailleurs, qui a justifié la création de ce musée, Citéco, musée de l'économie. C'était en réaction à toutes les études qui étaient menées et qui montraient qu'il y avait une insuffisance dans la compréhension des mécanismes. Donc ça pose problème, et ça pose d'autant plus problème qu'on a l'impression que les députés n'ont pas pris ou n'ont pas eu le temps de lire les travaux en particulier du Conseil d'analyse économique ou de l'OFCE, auquel a participé Xavier, il vous en parlera, qui résumait bien ce qu'on pouvait faire peut-être ou ne pas faire. En deuxième lieu, je dirais que l'horizon temporel des stratégies économiques n'est pas le même que l'horizon temporel des stratégies politiques. Et on le voit bien, en économie, on a plutôt des objectifs à long terme, climat, la recherche, les progrès, les gains de productivité sont des stratégies de long terme. On n'obtient pas des résultats en 6 mois, alors que les hommes et les femmes politiques ont un horizon plus court-termiste, c'est-à-dire les prochaines élections, et leur stratégie, c'est de maximiser les votes, d'où des mesures qui sont populaires, populistes, vous employez le vocabulaire qui vous chante. Bon. Alors, à leur décharge, quand même, les députés, vous savez, ils doivent d'abord voter les recettes et ensuite les dépenses. Alors, ça procédait d'une bonne intention, mais sauf que ça introduit une déconnexion apparente qui ne facilite pas la tâche
des députés, puisqu'on ne va pas avoir la vision d'ensemble. Ou alors ça présuppose qu'ils ont eux-mêmes réfléchi, voilà ce qu'on veut pour les dépenses, voilà ce qu'on veut pour les recettes. Alors quand même une petite note d'optimisme. Le Sénat vient d'adopter leur version, mais profondément remaniée par rapport à celle de l'Assemblée nationale, en ce qui concerne les recettes. Donc voilà, je dirais que c'est ça que je retiens un petit peu de ce mois haut en couleur. Xavier, partagez-vous ce constat, disons, un peu critique, mais pas relativement modéré? Non, peut-être je vais prendre le tien. Merci. Oui, avec tout à fait quelques éléments additionnels que je vais permettre d'ajouter. Un, les députés rentrent dans une discussion budgétaire très dégradée. 5,4% de déficit, une dette publique qui va aller vers les 116%, qui, quoi qu'on fasse, va aller vers les 120%. Il y a de chaque côté du spectre politique, maintenant, et je le perçois, le sentiment d'un certain danger. Pas de dramatisation, la France n'est pas en faillite. Enfin, on voit les expressions politiques pour dramatiser les choses. Bon, pas de dramatisation, mais quand même une pente dans, l'augmentation de la dette publique, donc des charges d'intérêt dans le budget de l'État, qui risque de paralyser l'action publique française. À l'italienne, pour aller vite. Donc petit 1, il y a le sentiment d'une certaine gravité de la situation qui entraîne, et je le perçois, une certaine radicalisation des positions dans l'espace politique. La réalité du pays, c'est qu'il y a une tripartition politique, et il y a 3 projets économiques avec des orientations différentes. Ils n'ont pas beaucoup de cohérence pour certains, mais on voit que d'un côté, il y a le plus à droite du spectre politique, il y a la lutte contre la fraude sociale, fiscale et les aides aux étrangers avec une surestimation des montants. De l'autre, il y a de l'autre côté, très à gauche, il y a taxation des milliardaires et taxe Zuckman avec des montants qui sont probablement surestimés. Et donc, on voit face à quand même la gravité de la situation plutôt une divergence qui fait que ce dont on va parler dans l'hémicycle sera, pour des raisons politiques, très loin d'une recherche de consensus. Petit 1. Petit 2, mon second point, c'est la chose suivante. Et c'est là où je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais avec un petit point quand même pour être un peu généreux avec nos amis députés. C'est que, en fait, les députés, un peu comme nous, enfin, nous non spécialistes, on a découvert des milliards d'acronymes. Hein. Le PLFSS, le PLS, le titre 1, le titre 2, enfin, tous les acronymes avec un peu de droit fiscal, les ordonnances, le 49.3, la loi spéciale, qu'est-ce que ça fait, la mensualisation du budget de l'État dans les dépenses. Enfin, on est rentré, les parlementaires, dont ce n'est pas le métier quand même, hein, et même l'opinion publique a été obligée de rentrer dans le détail de l'économie publique avec une formation accélérée. Et la réalité du budget d'un État, mais tous les États, ce n'est pas nous, c'est aussi les États-Unis, c'est que quand on fait un budget, c'est des milliers de pages. Le budget, il commence dès février pour décembre. Il y a des tas d'évaluations, il y a des tas de protocoles, il faut passer devant le Conseil d'État, Conseil constitutionnel, et il y a toute une administration. Et l'histoire de la formation du budget de l'État, c'est que c'est le ministre des Finances qui propose un budget, et de fait, le Parlement, il a 1 mois pour faire des amendements à la marge. Et il y a une loi qui dit, dans les amendements votés dans ce cadre-là par les parlementaires, que si jamais ils font des baisses de recettes, ils doivent faire des baisses de dépenses pour équilibrer le budget. Donc il y avait tout un jeu normal, avec toute une administration qui est très compétente, qui est celle de Bercy, du Trésor derrière, qui faisait tout ce travail. Là, d'un coup, on a dit, bon, maintenant, on fait une proposition de budget, mais vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez dans ce budget-là. Mais nos amis parlementaires, ils n'ont pas d'administration. C'est impossible d'avoir des attachés parlementaires, et il y a encore des administrateurs de l'Assemblée qui aident les parlementaires à faire un peu d'instruction, mais ils sont complètement sous-dotés pour faire le travail d'élaboration d'un budget. Donc effectivement, ils votent des choses avec des signaux politiques, mais ils n'évaluent absolument pas. Ils n'ont pas les moyens d'analyser la constitutionnalité des processus. On l'a vu sur le débat sur la taxe Zuckman, où il y a une note du Conseil d'État en avance d'une expression du Conseil constitutionnel qui n'a pas été publique. Donc on rentre dans un... On ne peut pas transformer la formation d'un budget de l'État, de l'exécutif vers le parlementaire, sans avoir vraiment les institutions qui permettent le débat parlementaire
d'analyser et d'instruire les choses. Et donc, ce qui s'est passé, c'était malheureusement prévisible, c'est que la recherche de consensus a fait des voies politiques un peu étranges sur la suspension de la réforme des retraites, sur certains gels ou pas, qui, au final, et tout le monde en a conscience maintenant, c'est ça qui est un peu embarrassant, qui n'a peut-être ni queue ni tête en termes d'équipe budgétaire. Et peut-être on a 5 cas de déficit. Une première estimation semblait nous donner vers 5, voire 5,2, loin des 4,7 de la cible, mais on ne sait pas trop ce que fait ce budget. Et je ne sais pas ce qui va se passer, parce que c'est vrai que le Sénat a essayé de corriger la copie, mais pareil, en 2 semaines, sans instruction. Donc finalement, on va repartir peut-être de la copie initiale, qui avait une certaine logique politique dont je peux parler, qui était faire l'année blanche, qui était un truc un peu le plus neutre possible, voilà, ils ont essayé de faire le budget le plus neutre possible, sans trop de marqueurs politiques. Mais donc, soit on revient à ce projet-là, soit on se donne le temps de réfléchir à un vrai budget, avec des ordonnances, c'est-à-dire qu'on redonne la main à l'exécutif, soit on est à la loi spéciale, c'est-à-dire qu'on se donne jusqu'à février, mais on est dans une impasse que je dirais, c'est vrai, une impasse de compétence des personnes, mais vraiment une impasse institutionnelle. La Ve République donne le budget à l'exécutif depuis 1958. Là, en un an, on joue avec nos institutions. Ça ne peut pas marcher. Alors, sans accabler quand même nos députés qui font ce qu'ils peuvent, il y a eu un festival de créativité fiscale. Est-ce qu'il y a une ou deux mesures qui vous ont paru particulièrement, pas saugrenues, mais en tout cas inopérantes, à la fois dans la forme et dans le fond Catherine? Dans la forme... non, vraiment, il ne marche pas celui-là. Allô ? Si, c'est bon. Il marche ? Non, non. Sur la forme, je dirais que moi j'ai été quand même assez éberluée avec ce qui s'est passé avec la C3S, la taxe, je ne me souviens plus, l'acronyme, mais qui a été annulée, enfin une taxe, un impôt à la production sur les entreprises, qui a été annulée à l'Assemblée nationale. Puis 7 députés ont dit « Oh mais on n'avait pas très bien compris, on ne voulait pas l'annuler », donc il a fallu refaire un vote et finalement elle n'a pas été annulée. Et donc, je dis, mais qu'est-ce qu'ils font là ? Qu'est-ce qu'ils font ? Là, ça pose question. Alors, c'est vrai qu'on a eu un festival de créativité pour les taxes. Moi, j'avais proposé il y a 15 ans qu'on mette en place la taxe pipi, puisqu'il y avait beaucoup... La taxe pipi. Oui, oui, la taxe pipi. C'était dans les Échos, c'était très sérieux. Mais ouais, l'idée étant qu'il y a une gabegie phénoménale sur l'eau qu'on consomme, en particulier quand on tire la chasse. Bon, mais... Voilà, on en est là. Alors, plus sérieusement, ce qui m'a vraiment gênée, c'est la taxe, l'impôt sur la fortune improductive. Improductive, oui, c'est une nouvelle notion qui a été mise en avant. C'est un concept intéressant, parce que là-dedans, on vous met la dette publique. On vous met la dette publique, on met les emprunts d'État. Pourquoi on met les emprunts d'État ? Parce qu'on veut taxer, par exemple, les contrats d'assurance vie, en disant ça ne sert à rien. Non, ça ne sert à rien, ça sert juste, les contrats en euros servent juste à financer la dette publique, enfin à financer le déficit budgétaire, et donc c'est eux qui détiennent un bout de la dette publique. Donc en fait, les députés étaient en train de dire que le déficit budgétaire était totalement improductif. Donc on arrive à des incohérences qui sont effectivement assez surprenantes. Et ce qui est le plus gênant, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait une taxe proposée, il n'y avait aucune... On avait l'impression qu'il y avait... Enfin, Xavier a dit élégamment qu'à chaque fois, c'était surestimé les recettes, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment d'études d'impact, il n'y avait pas d'études en termes d'équité, il n'y avait pas d'études en termes redistributifs. Enfin, c'était à qui créerait une nouvelle taxe pour les autres. Voilà, pour les autres. Xavier, est-ce qu'il y a une mesure qui vous a particulièrement surpris ou en tout cas interpellé ? Oui, celle-ci c'est un exemple non maîtrisé d'une volonté générale d'aller vers une taxation soit des patrimoines, soit des rendements du patrimoine en l'occurrence, et notamment l'assurance vie, qui est une niche fiscale. C'est comme ça, il y a un crédit d'impôt, donc on le met dans le paquet des niches fiscales. Et donc, c'est absolument non maîtrisé, parce qu'en fait, on a besoin que l'épargne des Français achète la dette publique. Et donc, si on taxe les Français qui achètent la dette publique, ils ne vont plus acheter la dette publique. Et qui va acheter la dette publique ? C'est le reste du monde. Et nos impôts vont payer des intérêts versés au reste du monde. Ce n'est pas ce qu'on veut. Et donc, c'était une première étape dans une logique. Et la logique économique ne faisait pas sens avec les intentions. Donc, ils sont revenus en arrière.
Mais si vous avez écouté les débats de la Commission des finances, c'était impressionnant. Ils allaient amendement par amendement, voilà tellement qui vote pour, qui vote contre, à main levée. Des fois, ils se trompaient, ils revenaient en arrière, ils devaient aller très vite, et chacun se regardait pour savoir ce qu'il votait. Là, c'était pas possible d'instruire comme ça un budget dans toutes les dimensions. Oui, oui. Et donc, il avait la logique initiale du projet Le Cornu. C'était grosso modo l'année blanche, ma lecture. Hein. C'était grosso modo, c'était un peu ce qui traînait en termes de suppression de niches fiscales un peu inefficaces, sans marqueur politique très fort. C'est-à-dire qu'on rabote un peu tous les dépenses et les recettes, et on essaie de se mettre un compromis autour d'un projet qui n'a pas de marqueur politique très fort à minima. Dans le débat parlementaire, il y a eu autre chose qui s'est mise en place. Il y a une volonté d'arriver à des compromis où chacun mettait son marqueur politique dans le débat, et c'était marqueur politique contre marqueur politique. La taxation de la richesse, la suppression la suspension de la réforme des retraites, d'un côté, la fin de certains impôts de production de l'autre, et ça faisait des grandes masses qu'on baladait comme marqueur politique, sans instruction, et donc on arrivait à un objet qui pouvait peut-être faire sens politiquement, en termes d'identité politique des différents partis, mais qui n'avait aucun sens économiquement. Mais est-ce que ce n'est pas quand même normal que les politiques reprennent la main sur les problématiques essentielles du budget? Enfin, je commence. Bah oui, c'est leur métier quand même. c'est leur métier, pensez. Et surtout, ne donnez pas un budget de l'État à un économiste comme moi, parce que moi j'ai plein d'idées, je vais faire des tas de choses. Mais c'est au débat parlementaire de faire des compromis, exprimer dans le cadre de l'acceptation des compromis possibles et les grandes réformes possibles. Parce que face à l'ajustement nécessaire, même dans le cadre de 2026, et on parlera après pour le reste, la seule condition de rendre possible l'ajustement, c'est un accord politique et social majoritaire. On l'a vu avec la réforme des retraites. Quoi qu'on pense de la réforme des retraites, la forme politique qui a amené la réforme des retraites en application a été rejetée par la population, qui fait qu'on ne sait pas s'ils rejettent la réforme des retraites ou la façon dont ça a été fait. Je pense qu'il y a un peu des deux, et je pense que la réforme des retraites va revenir parce qu'on en a un peu besoin pour équilibrer le budget de l'État. Mais on a besoin que les politiques prennent leurs responsabilités, aillent devant les acteurs avec des projets pour la France. Et donc, ce que je décris, c'est absolument pas une substitution de l'expert aux politiques. C'est juste reconnaître dans une démocratie mature que le politique ne peut arbitrer un objet aussi complexe que le budget de l'État qu'avec des institutions qui lui donnent les moyens de porter une voix qui fait sens pour l'objet qu'il essaie de traiter. Mais est-ce qu'à l'étranger, est-ce qu'il y a des parlements qui sont bien équipés à cet égard? Il y a plusieurs, là je peux rentrer un peu dans le détail, il y a plusieurs qui montrent la singularité française. La singularité française, c'est que l'exécutif est très fort. Et l'administration la plus compétente, c'est le Trésor. En Angleterre, ils ont fait autre chose. En Angleterre, le Parlement est très puissant et il y a un institut qui est entre le Parlement et l'exécutif, qui s'appelle l'OBR, l'Office of Budget Responsibility, qui fait les prévisions du gouvernement de dépenses, de recettes. Et cet institut, il travaille aussi bien pour les parlementaires, qui peuvent faire des commandes, des analyses, que pour les ministres des Finances. Donc ils ont créé un objet un peu intermédiaire qui donne aux parlementaires britanniques une capacité de faire des propositions, de les évaluer et de mettre dans le débat. C'est beaucoup plus parlementaire comme objet. Aux États-Unis, le Congrès a une institution qui s'appelle le CBO, Congressional Budget Office, qui est à peu près la même chose, qui fait des prévisions, des analyses, ils peuvent passer des commandes, ils ont des analyses. Ce qui est singulier en France, c'est qu'objectivement, nos amis parlementaires, ils n'ont pas d'administration pour faire d'analyse économique. Nous, on avait essayé à l'OFCE de faire un contrat avec l'Assemblée nationale il y a à peu près 7 ans, avec d'autres instituts, l'IPP, d'autres instituts publics, un peu avec bienveillance, en disant, au moment du PLF, faites des questions et on peut vous aider à les évaluer, et puis vous en faites ce que vous voulez, et nous, on essaie de mettre nos compétences. Ça n'a pas marché très bien, parce qu'en fait, c'était il y a longtemps, et c'était une époque où les parlementaires, au final, sont revenus à un budget qui était voté par l'exécutif. Donc, ils ont une véhémence pour essayer de trouver des analyses économiques pour les aider, ils sont revenus en arrière. Et aujourd'hui, ils essaient d'aller très loin dans les économiques, beaucoup trop tard, parce qu'ils n'ont pas d'aide économique pour analyser. Donc, ils sont un peu tout seuls à ramer contre la marée. Bon. Catherine, un mot? Oui, non, juste pour répondre à votre question, c'est que je pense qu'il est normal que les politiques aient le dernier mot dans une démocratie, parce qu'ils représentent la population.
Et donc, on critique nos députés, mais enfin, ils ont été élus par la population. Donc, voilà, le problème, c'est qu'il y a un clivage, il n'y a pas de consensus, comme dit Xavier, et donc c'est difficile d'avancer quand vous avez une polarisation des positions. Oui, tout à fait. Bon, on peut se rassurer parce que la Constitution de la 5e, là, offre des solutions de secours pour avoir un budget. On aura un budget quoi qu'il arrive. Quel est quand même, quel est à vos yeux le bon budget, ou en tout cas le moins pire qu'on peut souhaiter pour la France pour 2026 ? Est-ce que c'est la formule de la loi spéciale, de l'ordonnance, enfin... On rentre dans un domaine où on est obligé de faire un peu d'analyse politique. D'une manière réaliste, je pense qu'on n'aura pas de budget avec des grandes options politiques avant l'élection présidentielle de 2027. Les montants sont tellement importants, c'est vraiment une clarification qui a lieu dans le cadre des élections présidentielles, où il y a un budget sur le général, une vision du rapport au travail, du rapport à l'éducation, du rapport au logement, qui demande de trancher avec ce que permet la Ve République, c'est-à-dire un fait majoritaire qui donnera comme une possibilité de trancher presque, si jamais les élections législatives donnent une majorité, ce qui est souvent le cas, quel que soit le président de la République élu. Donc moi, une fois que j'ai dit ça, pour répondre à votre question, du fait de cette contrainte, je peux me tromper, hein, mais que je pense réaliste, le meilleur budget, c'est un budget qui existe, qui ne soit pas trop ambitieux en termes de réforme de la France. C'est pas là qu'on y arrivera. C'est pas avec ce Parlement, c'est pas avec cette fractionnement du débat public qu'on y arrivera. Donc un budget qui soit le plus neutre en termes de grands arbitrages pour la France, qui aille dans le bon sens, c'est-à-dire de réduire le déficit public. Donc il faut raboter un peu partout, un petit peu, et avec les mêmes montants un peu pour tout le monde, sous la forme soit, et là on rentre dans des choses qui sont des choix politiques un peu complexes, hein, soit d'un 49.3, c'est une solution qui émerge, elle est tentée, etc., soit sous forme d'ordonnance. Et si vraiment les deux entraînent un blocage politique susceptible de faire tomber ce gouvernement, donc dans ces cas-là, ce sera une loi spéciale qui permettra juste au gouvernement de lever les impôts. Mais si c'est une loi... Bon, là, c'est un peu technique, hein, donc si vous êtes perdu... Non, mais allez-y quand même, parce qu'on rentre dans la mécanique. Voilà. Bon, budget voté, petit 1, ça ne marche pas, 49.3, le gouvernement engage sa responsabilité. S'il n'est pas censuré, ce budget existe et le gouvernement existe. S'il est censuré, il tombe, c'est une nouvelle élection législative. Si jamais il ne s'engage pas à 49.3, s'il n'y a pas de budget voté dans les 70 jours au Parlement, alors ils peuvent voter une loi spéciale qui est juste le droit du gouvernement de lever les impôts, ce qui était voté l'année dernière, qui donne des recettes au gouvernement, mais qui peuvent fonctionner que quelques mois. Ça ne peut pas couvrir une année, en fait, la loi spéciale, parce qu'il y a une hausse naturelle des recettes, et finalement, il y a une partie des recettes qu'on n'aura pas dans la loi spéciale. Donc les 4 options sont un budget, le 49.3, les ordonnances et une loi spéciale. Je pense, de manière et là c'est un peu un prognostic politique, qu'est-ce qui peut être accepté par le Parlement actuel. Et là c'est très compliqué, ça change le matin et le soir, je ne ferai pas de pronostic. Catherine. Moi j'espère que les députés sont conscients des conséquences de leur vote s'ils n'acceptent pas de faire passer un budget par consensus, quoi, parce que la situation que décrit Xavier, si le gouvernement tombe, c'est pas réjouissant. Donc, et là, il pourrait y avoir un peu de chahut sur les marchés. Donc il faut quand même viser la stabilité plutôt que l'incertitude. Oui, l'incertitude, c'est toujours mauvais, parce que c'est pas la même chose que le risque. Hein. Le risque est probabilisable, l'incertitude, justement, on ne sait pas où on va. Justement, tous ces débats, toutes ces conjonctures dont on parle se déroulent sous l'œil attentif des prêteurs. La France, rappelons-le, va emprunter plus de 300 milliards d'euros sur les marchés. Il y a 3 mois, François Bayrou voyait le pays juste au bord de la falaise. Aujourd'hui, nous sommes plutôt hors sol, mais toujours en plein brouillard, ce qui n'est pas forcément plus rassurant. La France se met-elle en risque financier ? Il y a des risques partout. Non, on n'est pas au bord de la falaise, il ne faut pas exagérer. Je sais que c'est une menace brandie à chaque fois par les hommes politiques pour essayer de contraindre les députés à voter certains textes. Il faut savoir que je crois que le premier livre, Quand la France fera faillite, a dû être écrit dans les années 90. Hein. Donc voilà, le temps est passé, on n'a toujours pas fait faillite.
Alors on voit aussi les hommes politiques atténuer l'impact de la dégradation de la note de la France qu'il y a eu ces 2 derniers mois, où, je vous rappelle, on a perdu la meilleure note qui était AAA en 2012. Maintenant, on est A+, mais alors les hommes politiques vous traduisent ça en disant, ça fait, je crois qu'ils disent, ça fait du 16/20, c'est très bien. Oui, non, mais il ne faut pas le voir comme ça. Je veux dire, A+, c'est une qualité moyenne supérieure. Et sachez que si jamais la note est de 10, tous les fonds, enfin la gestion collective, le monde de la gestion collective, les OPCVM, tout ça, n'ont plus le droit de détenir des dettes qui sont notées en dessous de 10, qui sont dans la catégorie spéculative. Et puis, alors c'est un peu comme cette réglementation qui impose qu'il y ait toujours au moins un taxi et une station de taxi. Ça veut dire que le taxi qui est là, il ne peut pas partir, il ne peut pas prendre de passagers. Parce que s'il prend un passager, il n'y a plus de taxi. Donc le problème interviendra avant qu'on ait que 10 sur 20. Il interviendra bien au-dessus. Donc je n'aime pas trop cette conversion en note en disant 16 sur 20, on est très bon. On n'est pas très bon. La fragilité de la dette française provient du fait que 55% est détenu par des non-résidents et que les comportements des non-résidents sont plus instables vis-à-vis de la dette étrangère. Donc ils peuvent sortir, revendre leur dette beaucoup plus rapidement que ne le font des résidents où vous avez des compagnies d'assurance qui détiennent, la Banque centrale qui détient aussi déjà 20% à peu près de notre dette publique. Donc ça sont des investisseurs stables. Les non-résidents sont un peu plus instables. Et puis les marchés financiers eux-mêmes ont des réactions parfois violentes. Je vous rappellerai qu'à l'époque de Liz Truss, donc en septembre 2022, si je ne me trompe pas, la première ministre britannique avait annoncé des allègements d'impôts de 45 milliards, un bouclier tarifaire mis en place qui allait coûter 100 milliards sur 2 ans. Enfin bref, ça n'a pas plu au marché. La livre sterling, la livre sterling a perdu 5% en quelques jours et le taux des emprunts d'État britanniques, le 30 ans, est passé de 3,5% à 5%. Donc les réactions ont été très violentes, il y a eu des moins-values dans les fonds de pension, enfin il y a vraiment eu besoin d'intervention de la Banque centrale britannique pour acheter ces titres de dette et calmer un peu les marchés. Mais là, nous, la situation n'est pas la même, on est en Europe. Pourquoi la Banque centrale européenne, qui détient déjà à peu près 20% de notre dette, interviendrait pour une irresponsabilité des hommes politiques ou des députés au sens large, qui votent des lois qui ne tiennent pas financièrement la route? On ne voit pas pourquoi la Banque centrale européenne interviendrait pour sauver la France. Ce n'est pas dans ses statuts, ça ne serait pas autorisé parce que le montant de dette qu'elle détient dépend du capital. Bon, bref, on va passer les détails techniques, mais donc ça ne serait pas autorisé. Il ne faut pas penser que la Banque centrale européenne viendrait sauver la France. Ça, non. Enfin, je ne pense pas. Je ne sais pas. Alors, le problème des taux d'intérêt, c'est qu'on démontre bien que dès que le taux d'intérêt est supérieur au taux de croissance de l'activité économique, ce qui est le cas en ce moment, il y a un effet cumulatif de l'endettement. Le ratio dette sur PIB va augmenter mécaniquement, même s'il n'y a pas de déficit primaire, c'est-à-dire hors charge d'intérêt. Et c'est ça le vrai problème en ce moment, mais c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas se focaliser uniquement sur ce ratio dette sur PIB. Xavier, comment vous appréciez le risque? Est-ce qu'il n'y a pas de danger? Ou vous parliez tout à l'heure du scénario à l'italienne. Est-ce qu'il n'y a pas un risque malgré tout de déconfiture? Déconfiture, oui, c'est un mot auquel je n'avais pas pensé, mais je pense que cette situation est grave. La situation est grave. Moi, je ne suis pas de ceux qui dramatisent la dette publique. On peut encore faire des choses. Mais là, c'est l'absence de contrôle de tout ça qui fait peur. Ce n'est pas voulu, ce n'est pas intentionnel. Et pour vous donner des ordres de grandeur, là, cette dégradation par les agences de notation, cette méfiance des emprunteurs, fait qu'il y a un taux d'écart par rapport au taux allemand, qui est toujours très bonne qualité. La dette allemande, c'est 63% du PIB. La dette française, on va vers 120% du PIB. D'accord ? On a le double de dette. La dette française et la dette allemande, c'était 80% du PIB tous les deux en 2010. En 15 ans, on a divergé comme jamais on a divergé dans l'après-guerre avec l'Allemagne. On avait la même dette en 2010, 80% du PIB.
Aujourd'hui, on est à 120, ils sont à 60. C'est ça, hein, le grand problème européen, c'est cette divergence-là. Aujourd'hui, le taux d'intérêt, historiquement, le taux d'intérêt français, il était... alors, si le taux allemand était à 2%, nous, il était à 2,3%. Le spread, c'est-à-dire l'écart, était de 30 points de base, historiquement, avant 2010. Aujourd'hui, le taux allemand, il est à peu près à 2. Je dis 2, c'est approximatif, hein, c'est pour vous donner, c'est l'écart. Et le taux français, il est à 2,7. Donc cette méfiance des marchés fait qu'on paye plus cher notre dette de 44 points de base. Au lieu de payer 2,3, on paye 2,7 historiquement. 40 points de base, c'est quoi? Sur une dette publique de 120%, ça fait à peu près 15 milliards d'impôts en plus qu'il faut lever pour payer des intérêts supplémentaires sur la dette publique française. C'est ça le coût de l'instabilité des marchés. Dès maintenant, aujourd'hui, je ne parle pas de la crise dont vous parlez, c'est maintenant. 15 milliards, c'est 3 fois l'ISF. Donc les gens qui se battent sur les FSF comme des objets politiques, ils peuvent le faire. Mais ceux qu'il faut trouver comme recette fiscale du fait de l'instabilité et du fait de la dette publique, c'est 3 fois ça. Donc si on arrivait à avoir le taux allemand, on aurait 3 fois l'ISF pour faire plein de choses. Pour faire les écoles, pour faire les routes. C'est ça la réalité. Et je pense que donc la situation est déjà grave aujourd'hui. Elle est déjà grave aujourd'hui parce qu'on va utiliser beaucoup de recettes fiscales, donc des impôts. À un moment, on a besoin pour la défense, besoin pour la lutte contre le réchauffement climatique, on a besoin pour l'éducation, la recherche, on a besoin de transformer. Tout ça, on va l'utiliser pour payer des intérêts. Et c'est ce que j'appelle la situation italienne. La situation italienne, c'est un pays qui est un beau pays, hein, j'adore l'Italie, mais c'est un pays où la dette publique est à 130 points de base, les taux d'intérêt sont élevés, et la plupart des impôts que les Italiens payent les charges d'intérêt de la dette. Et ils n'ont plus grand-chose pour moderniser le pays. Et il a fallu les aider avec une solidarité européenne de 200 milliards au moment de la crise Covid, parce qu'ils n'avaient même pas les moyens pour investir dans le système de santé au moment de la crise Covid. La situation italienne, ce n'est pas une crise dramatique comme l'Istrus, c'est possible, mais c'est un pays qui étouffe. Qui étouffe par une charge fiscale qui est plus capable d'investir dans son avenir, qui sacrifie sa génération. Tous les jeunes Italiens, maintenant, ils partent dans le reste du monde pour éduquer, donc il y a une fuite des cerveaux, etc., etc. C'est quoi qu'on dise sur la situation actuelle conjoncturelle, il y a un peu une instrumentalisation politique de l'Italie aujourd'hui. Si on regarde les chiffres en dur, la productivité italienne décroît, avec une dette publique qui étouffe le pays petit à petit. C'est ça qui me fait peur pour notre pays. C'est-à-dire qu'on s'engage à peu près sur le même chemin, ça a commencé. Mais alors, peut-être une petite note d'optimisme par rapport à ce que Xavier vient de dire, c'est qu'il faut se souvenir qu'en 2000, le taux apparent sur la dette était de 5%. C'est-à-dire que si on divisait le montant des intérêts versés sur la dette, ça revenait à un taux de 5%. On est à 2% aujourd'hui. C'est-à-dire que la baisse des taux énorme qui est intervenue après la crise financière de 2007-2008 a desserré la contrainte budgétaire parce qu'elle a énormément allégé la charge de la dette. Et en charge de dette, ça nous coûte quand même moins cher que ce que ça nous coûtait en 2000. Alors, ceci étant, je suis d'accord, quand vous avez les taux d'intérêt qui augmentent de 1 point, c'est-à-dire 100 points de base, quand s'ils passent de 3 à 4, c'est un coût de plus de 3 milliards pour l'État la première année, et c'est 32 milliards la 9e année. Donc là, je suis d'accord avec Xavier, il y a vraiment un coût très important. Alors, bon, on a une petite bouffée d'oxygène parce qu'on a des obligations qui sont indexées sur l'inflation, donc un point d'inflation, ça coûte presque 3 milliards par an. Heureusement, là, l'inflation a un petit peu diminué, donc on a peut-être pu récupérer 3 milliards, mais ce sont des phénomènes externes qui font qu'on ne maîtrise pas toujours totalement aussi le montant du déficit. Donc on voit que la situation est quand même assez critique, en tout cas difficile. Je vous propose maintenant de voir un peu, et en prenant un peu de chance sur l'actualité immédiate de 2026, si la France sera capable de redresser la situation. Si elle a les moyens à la fois psychologiques, politiques, économiques, de pouvoir se donner de nouvelles marges de manœuvre. Xavier, je crois que vous avez chiffré à l'OFCE le montant des efforts à fournir. On a fait différents travaux qui sont passionnants, que je vous invite à lire. À l'OFCE, effectivement, et aussi avec l'OFCE, on a contribué au Conseil d'analyse économique
pour faire un autre exercice dont je vais parler maintenant d'ailleurs. En fait, il y a le montant nécessaire pour stabiliser la dette publique à peu près autour de 120% du PIB. C'est-à-dire que pour éviter que la dette diverge à 120% du PIB. Donc je ne parle même pas de la faire décroître à 60%. Ça, c'est... Pas en rêve, même pas en rêve. Plus tard. C'est un montant total, comme notre déficit aujourd'hui est à 5,4, pour réduire le déficit et le faire décroître jusqu'au niveau qui stabilise la dette publique, en tenant compte des engagements sur la défense, certains engagements même minimaux sur la lutte contre le réchauffement climatique. C'est un montant de l'ordre de 112 milliards. 112 milliards. Oui, 112 milliards total. C'est un effort historique, on n'a jamais fait ça. C'est un effort qu'on n'a jamais fait dans l'histoire des finances publiques françaises. Sur combien d'années on peut l'envisager? Nous sommes au cœur du débat. C'est un effort qu'on peut bien sûr jamais faire en un an. Les pays qui le font en un an, c'est vraiment qui sont les pays qui sont au plus profond des crises les plus profondes. Et souvent, c'est des petits pays, voilà, ils arrêtent de payer leurs fonctionnaires, c'est des choses comme ça. Donc, on peut pas le faire en un an. Il faut le faire en 7 ans, 7 ans. En 8 ans. 7 ans, vous voyez, 110 milliards, ça fait à peu près 20 milliards par an. 20 milliards par an, je vous ai donné l'ordre de grandeur. C'est le débat budgétaire actuel pendant 7 ans. C'est un peu morose quand même, hein, ça ne fait pas rêver. Hein. Pas rêver. Pendant 7 ans, ça va pas être fabuleux. Mais il faut ça. Il faut ça pour stabiliser la dette. Il faudra ça. Donc comment trouver ces 100 milliards? Attendez, sur le chiffrage, quand même, vous dites qu'il y a à la fois la mise à niveau des dépenses, mais il y a aussi des besoins supplémentaires à satisfaire. Vous pouvez faire la part des deux un peu? Alors, c'est un peu complexe parce que là, on est dans une zone où on est obligé de prendre des options politiques quelque part. Et en fait, les 100 milliards, pour vous donner, c'est un chiffrage, il faut réduire le déficit de 100 milliards. Il y a plusieurs manières de le faire. Soit on baisse les dépenses de 100 milliards, soit on augmente les recettes de 100 milliards, c'est-à-dire qu'on augmente les impôts de 100 milliards, de 10 points de PIB. Soit on fait un peu des deux, ce sera le plus réaliste, on fait un peu des deux. Les grandes consolidations fiscales dans l'histoire des pays qui ont eu des grandes crises, il y a eu la Suède dans les années 90, enfin, on a des exemples quand même de pays qui ont fait des efforts colossaux, ils font un peu des deux, de manière réaliste. On peut pas, les montants sont tellement élevés qu'il faut trouver des recettes. Soit c'est 2 tiers, 1 tiers. Et plus on essaie d'aller vite, plus on utilise les impôts. Parce que pour baisser les dépenses de manière durable, il faut vraiment analyser les choses. Parce qu'on peut dire facilement, je baisse des dépenses aux collectivités locales, allez, je baisse de 20% la dotation de fonctionnement des collectivités locales. Donc on fait ça, on est très content. Et l'année d'après, on voit qu'il y a plein de dépenses nouvelles qui émergent, qui sont portées par les départements, par l'État, et en fait, les dépenses repartent. Pour avoir des baisses structurelles de dépenses, c'est l'exemple de la Suède, ils l'ont fait, il faut 1 an ou 2 vraiment d'instruction pour savoir qu'est-ce qu'on fait, comment on fait. Est-ce qu'on supprime l'échelon départemental, par exemple, dans les collectivités locales? On a ce millefeuille territorial entre l'intercommunalité, etc. On peut simplifier ça, mais il faut le faire vraiment et le penser pour ne pas juste reporter des dépenses comme on sait faire. Et ça demande du temps. Donc on est dans une situation qui demande, du temps vraiment pour instruire, de se préserver l'essentiel de modèle social en supprimant des dépenses qui ne le déstabilisent pas, et 2, l'urgence de la stabilisation de la dette avec les taux d'intérêt dont on a parlé. C'est cette discordance des temps qui rend la situation difficile, qui fait que pour ces 100 milliards, il faut vraiment, moi c'est un peu ma lecture, il faut le mettre dès maintenant dans un débat présidentiel. Mais vous avez évoqué quand même des besoins supplémentaires. Alors les besoins supplémentaires, qu'est-ce qu'ils sont? Il y a le besoin il y a 2 ordres principaux assez faciles, qui sont le besoin pour la transition énergétique, c'est le rapport de Selma Mahfouz et de Jean Pisani-Ferry. On peut rentrer dans les détails, mais ils chiffrent à peu près à 1 point de PIB le besoin d'investissement public pour lutter contre le réchauffement climatique et aussi, maintenant on en a conscience, s'adapter dès maintenant au réchauffement climatique.
C'est-à-dire peut-être penser différemment l'aménagement urbain, la résilience de certaines parties de la France pour lutter contre les effets aujourd'hui du réchauffement climatique, qui sont les crues, les tempêtes et autres. Donc ça fait à peu près 1 point de PIB. Donc ça, il faut le mettre dedans, parce qu'on ne va pas renier contre la sécurité. Par an. Par an. Et après, il y a les engagements militaires auprès de l'OTAN, de passer à 3,5 les dépenses militaires et de sécurité en général dans le budget de l'État, qui fait des montants supplémentaires nécessaires au financement de dépenses nouvelles additionnelles. Et ces dépenses-là, donc on voit ce qu'on fait pour penser ces 100 milliards, on voit la dynamique des dépenses à législation inchangée. Donc on voit le vieillissement de la population, on voit les dépenses sociales qui évoluent. Donc on a la dynamique spontanée des dépenses qui nous donne les dépenses. On rajoute à ces dépenses spontanées les engagements de l'État nécessaires pour lutter contre le réchauffement climatique et la recherche. Donc on a un volume de dépenses. Et de l'autre, on a un volume de recettes basé sur des hypothèses réalistes de croissance, de l'ordre de 1% de taux de croissance et 2% d'inflation. Et on a, à législation inchangée, la dynamique de recettes et la dynamique de dépenses. Et on voit l'écart entre les deux, qui est ces 100 milliards dont j'ai parlé, qu'il faut résorber pour stabiliser la dette. Et on peut le résorber soit en faisant baisser la croissance des dépenses, et il faut avoir les bons ordres de grandeur, soit en augmentant la croissance des recettes. C'est des choix politiques. Et vous voyez, il y a des marqueurs politiques très forts. La droite est pour la baisse des impôts, la gauche pour la hausse des dépenses. C'est un peu facile économiquement, c'est un peu simpliste, mais c'est un peu le spectre politique. Donc que le débat politique fasse ce qu'il veut, mais faisons-le. Sur le volet recettes, enfin, Catherine, peut-être un élément d'appréciation générale sur la manière, la méthode de la réforme. Je pense que cette réforme, elle doit s'inscrire dans un débat plus général du modèle social qu'on veut pour la France. Parce que ces trajectoires de dépenses, elles sont certes contraintes par les enjeux climatiques et de défense, mais toutes les dépenses sociales qui sont très importantes, et on en parle beaucoup, ça résulte d'un choix politique. Et là, je rejoins Xavier, c'est-à-dire qu'en 2027, au moment où les candidats vont parler de leur programme, il va falloir qu'il y ait une sacrée cohérence dans le programme économique. Et non pas que des mesures tape à l'œil et populistes. Il faut qu'il y ait une cohérence globale et on ose espérer qu'ils vont s'appuyer sur des économistes, mais en raisonnant globalement. Par exemple, si on part sur les retraites, donc la réforme des retraites a été suspendue, on peut s'interroger parce que tout le monde a bien compris que la population vieillit. Donc tout le monde a bien compris qu'il faut travailler un petit peu plus puisqu'on est dans un système par répartition et qu'il y a de moins en moins d'actifs qui financent les retraités. Donc il faut augmenter le nombre d'actifs. Alors c'est facile à le dire, je le reconnais, mais il faut utiliser les leviers. Le levier le plus facile, c'est de reculer l'âge de départ à la retraite avec tous les débats qu'il y a autour. Alors, il y a des ajustements sociaux qu'on doit faire parce qu'elle a été vite faite, cette réforme. Donc, on peut comprendre qu'il y a des choses à améliorer. Mais j'aimerais vous rappeler qu'en Italie, puisque Xavier parle beaucoup d'Italie, au moment de la crise des dettes souveraines, donc 2012, ça devait être à peu près, il y a eu la formation d'un cabinet dit technique avec Mario Monti, qui était le Premier ministre, et il y avait Elsa Fornero, qui était la ministre des Affaires sociales, et qui a dû procéder rapidement à une réforme des retraites. Tellement rapidement qu'il y avait des effets collatéraux, c'est-à-dire des effets vraiment négatifs pour certaines catégories de la population. Et ça lui faisait mal au cœur parce qu'elle avait travaillé toute sa vie sur la retraite optimale la réforme optimale des retraites pour qu'il n'y ait justement pas tous ces effets collatéraux négatifs. Mais là, sous la contrainte, alors ils étaient quasiment en défaut de paiement, sans les aides de l'Europe et d'ailleurs. Donc là, ils ont fait une réforme très rapide, mais indispensable. Et donc, il y avait des effets collatéraux négatifs. Et donc, quand elle a présenté sa réforme, elle était quasiment en larmes. Ça avait fait le tour des médias, parce qu'on n'avait jamais vu le ministre présenter une réforme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, je pense, comme Xavier, c'est-à-dire que ces réformes-là, il faut les préparer longtemps à l'avance. Il faut les mettre en place avant qu'on soit contraint
hein, mais contraints et forcés de les faire rapidement pour éviter une crise économique, politique, financière ou tout ce qu'on veut. Et donc il faut un véritable engagement des hommes politiques à s'atteler à ces problèmes économiques. Il faut quand même qu'ils musclent leur programme. Quand on voit cette semaine est sortie, je crois que c'était dans Le Monde, où il y avait un candidat qui propose de diminuer les dépenses publiques. Donc on se dit, bon, pas mal, ok. À condition que la Banque Centrale Européenne rachète encore, je ne sais pas combien de pourcents de la dette publique française, mais je ne comprends pas un homme politique qui pense pouvoir imposer des conditions à la Banque Centrale Européenne tout en disant qu'il voulait diminuer le financement à l'Europe. Enfin, je ne comprends plus rien. Parce que la finance ne peut pas nous aider dans cet effort général. La finance, mais est-ce qu'elle n'est pas en mesure d'alléger un petit peu le parcours de son je ne sais pas ce que c'est que la finance. La finance, elle aide, puisque vous avez des investisseurs qui achètent la dette publique. Donc voilà, on émet de la dette, elle est bien structurée, donc elle est liquide, enfin elle a des caractéristiques techniques qui font que cette dette est très prisée par les non-résidents, comme on l'a vu. Et d'ailleurs, dans les processus de diversification internationale des portefeuilles, il y aura toujours des acheteurs automatiques de la dette publique française à côté de la dette publique allemande, puisqu'il n'y a pas beaucoup de dette publique allemande, il n'y en a pas assez pour les portefeuilles. Donc on va chercher de la dette publique française. Donc il y a ces acheteurs de fonds qui permettent au taux d'être relativement faible, même si l'écart se creuse vis-à-vis de l'Allemagne. Donc oui, ça peut aider, mais ça ne fait pas des miracles. Ça ne fait pas des miracles. Il n'y a pas de solution miracle. Dans la panoplie des mesures, est-ce qu'une réforme fiscale serait-elle pertinente pour permettre une augmentation des impôts ? On a vu monter le thème de l'équité fiscale comme remède aux inégalités sociales. Est-ce que la taxation des riches est un passage obligé, ne serait-ce que pour un consentement à l'impôt plus large ? C'est pas à moi qu'il faut demander ou faire un vote dans le public. C'est eux qui votent. C'est un choix de société. C'est complexe ce sujet-là. C'est complexe parce que en fait, le fond de la pensée, c'est la chose suivante. Et la France a une passion fiscale. On parle beaucoup d'impôts, on bouge les impôts. Quand on regarde le niveau de vie des Français, on sait que les Français ont un rapport aux inégalités un peu singulier. Ils n'aiment pas les inégalités, il y a des expressions politiques très fortes avec ça. L'instrument principal, je vous donne l'ordre de grandeur, à peu près, avant impôt, les inégalités, c'est de 1 à 60. Après impôt, de 1 à 18. Donc les impôts, entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres. Les impôts réduisent beaucoup les inégalités. Mais après, ce qui réduit les inégalités encore plus, c'est ce qu'on appelle les prestations publiques en nature, qui sont l'éducation, la santé, l'hôpital, et tout ce qu'on appelle les services publics. Ça réduit de 18 à 3. En termes de niveau de vie, les 10% les plus riches en France, effectifs, santé, éducation des enfants, trajectoire, ils vivent 3 fois mieux que les 10% les plus pauvres. Et ça, c'est essentiellement les dépenses publiques en nature, donc les services publics. C'est ça qui fait. Oui. Ça, personne n'en parle. Et si jamais on dit on baisse les dépenses ou on augmente les impôts, si on baisse les dépenses mais on ferme beaucoup de services publics, ça va contribuer à, on le sait déjà dès maintenant, à augmenter les inégalités de qualité de vie entre citoyens. Et il y aura des expressions comme celle des Gilets jaunes, parce qu'il y a des fractionnements territoriaux. Donc, le petit problème, je vais répondre à votre question sur les impôts, c'est qu'il faut mettre dans le débat la réalité du vécu des vrais gens dans tous les territoires qui ont une qualité de vie qui dépendent des impôts qu'ils payent, mais aussi des prestations qui existent. Et maintenant, il y a une telle stigmatisation de la dépense publique que plus personne ne voit l'utilité de la dépense publique, sauf quand l'hôpital, à côté de chez soi, ferme les urgences, et là, tout le monde est dans la rue. Mais avant, tout le monde dit on baisse les dépenses, sans vraiment réfléchir. Qu'est-ce qu'on baisse les dépenses ? Ou autrement, je peux très bien parler, il faut augmenter l'efficacité de l'État. Tout le monde est pour augmenter l'efficacité de l'État. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour de vrai ? On fait quoi ? On supprime quoi pour de vrai concrètement ? Donc, là, aussi bien le discours sur la baisse des dépenses, il faudra baisser des dépenses, mais vraiment le penser en termes d'effets de répartition, parce qu'il y a des effets de justice aussi qui passent par les dépenses, autant que par les impôts, qui ont une petite dimension un peu symbolique,
qui est utile, mais qui est un peu de politique. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est pour ça que je comparais les 15 milliards qui sont liés du spread sur la dette publique à 3 fois l'ISF. L'ISF, c'est un marqueur politique. On peut restaurer l'ISF, c'est sûr, ça ne va pas déstabiliser le capital français, quoi. La suppression n'a pas eu des effets majeurs sur l'investissement. Donc il va se passer des choses, mais c'est gérable. On peut le faire, mais c'est 1/20 de l'effort qu'il y a à faire. Donc oui, pour avoir des marqueurs politiques, s'il faut le faire pour l'opinion publique, mais moi, en tant qu'économiste, il y a un moment, je veux plus des marqueurs politiques. Moi, je veux du rendement, quoi. Je veux les 100 milliards. Enfin, je veux, si vous me permettez cette heure. Il faudrait que la France trouve ces 100 milliards. Donc, OK pour des marqueurs politiques, mais mettons les bons ordres de grandeur. Catherine, un mot peut-être Non. Oui, bon, on avait eu un peu ce débat. Moi, je l'ai en tant qu'universitaire, parce que l'université, ça coûte cher à l'État. C'est un investissement fondamental parce que c'est l'éducation, la formation, les emplois qualifiés, et donc des investissements, on peut dire, d'avenir. Donc c'est pas de la dépense inutile, c'est pas de la dépense rentable à très court terme, mais c'est de la dépense rentable à long terme. Maintenant, tout le monde ne va pas à l'université et donc il y a une inégalité dans l'accès aux études supérieures. Pas la peine de voir, indépendamment des raisons, il y a cette inégalité. Et donc moi je considère que quelqu'un qui a la chance d'aller à l'université réalise un investissement et du coup aura un revenu un peu plus élevé. Et donc à partir de là, on peut s'interroger, puisqu'il aura un revenu plus élevé, ne devrait-il pas contribuer aux dépenses engagées par l'université ? Alors c'est un vrai sujet, parce que dès qu'on augmente les droits d'inscription de 50 €, tous les syndicats étudiants sont tous dans la rue. Maintenant, vous avez tous ceux qui vont en école de commerce. Alors, il y en a d'excellente qualité, mais il y en a aussi de qualité un petit peu moins excellente. Mais les parents sont toujours prêts à payer des milliers d'euros par an. Pardon ? Oui. Ceux qui ont les moyens. Oui, ceux qui ont les moyens, ouais, avec un petit système de bourse. Et donc là, il y a un vrai sujet. Quel doit être le modèle de financement de l'université ? Mais on n'arrive pas à avoir de débat sain. À chaque fois, il y a des dogmes politiques qui viennent obscurcir complètement le débat. En tout cas, on est bien d'accord, ça relève effectivement de débat de niveau présidentiel, en fait. C'est de débat, de programme politique, quel modèle social, qu'est-ce que l'État doit financer, pas financer. Et comment vous abordez un peu, vous, en tant qu'économiste professionnel, cette séquence-là ? Il me semble... Je souscris tout à fait à ce qui vient d'être dit, c'est qu'en fait, l'état de notre système d'enseignement supérieur et du système éducatif en général est un vrai problème. À force de faire des économies sans penser les effets de structure, on fait des choix implicites qui sont effroyables. Donc j'ai la chance d'être président de l'OFCE, j'ai un autre métier si je suis directeur de recherche au CNRS. Malheureusement, je ne conseillerais plus personne de rentrer au CNRS aujourd'hui vu les salaires. C'est un truc de dingue. Ni à la fac. Ah, moi, c'est fini. Vous voyez. C'est fort, là, ce que vous dites. Non, mais on a des collègues qui partent de la fac, des collègues en activité qui partent de la fac. Le salaire, c'est déjà beaucoup. Hein. Gagner 1 800 € par mois, on est un peu en dessous de la moyenne, mais c'est le salaire d'entrée quand vous avez une thèse. Et après, vous avez une trajectoire de... Franchement, ça ne va pas. Donc, c'est un peu, je ne veux pas être corporatiste, je ne voulais pas parler de notre... Mais on voit tous les faits, et ça percole aussi, même pour le niveau des mathématiques, même pour les professeurs. Bon, voilà. Donc, j'ai parlé des dépenses relatives à la défense et à la recherche et à la lutte contre le réchauffement climatique. Il y a aussi des poches de modernisation de notre État social, notamment qui doit être réinvesti. Donc, après, comment je vois ça pour répondre à votre question en tant qu'économiste ? Moi, ma petite pratique... Mais là, encore une fois, on est à la limite de notre métier d'économiste, qui est la formation politique et économique. Donc, on est à la limite de l'analyse politique. Moi, ma compréhension, c'est à un moment, un moment où il y a eu un rapport, quel que soit ce qu'on en pense des conclusions, qui a une certaine efficacité politique, qui était le rapport gallois. J'étais à l'époque dans ce processus. Et pour moi, c'est l'exemple
de type, et aussi ce que je vois en comparaison internationale, de façon de faire de la politique qui permet d'arriver à un consensus. C'est un moment où il y a eu un reconsensus sur l'industrie en disant la France est trop désindustrialisée, il faut changer. Et depuis, maintenant, l'industrie est devenue un sujet, je pense à juste titre, de débat national. Donc, il y a une telle fragilité du politique, telle fragilité des partis politiques comme capacité d'élaboration, ça peut faire sens. Et le politique doit avoir le dernier mot et décider. Encore une fois, c'est pas pour... mais de demander de rapports consensuels qui peuvent être adossés à des institutions qui font des analyses non partisanes d'options possibles de modernisation, par exemple de la santé, de l'éducation, qui fassent des options possibles et qui essaient de faire émerger des consensus sur lesquels après les politiques tranchent. C'est pas pour enlever au Parlement, parce que idéalement c'est le Parlement qui devrait le faire, mais il n'y arrivera pas avec les dispositions actuelles, c'est d'externaliser par des analyses type grand rapport gallois ou d'autres figures qui donnent des rapports, le rapport Draghi au niveau européen, c'est la même chose. Oui. Enfin, le rapport Draghi, il est un peu laissé aux oubliettes. On continue d'en parler, c'est déjà ça. Voilà. Mais je ne suis pas en désaccord avec ça. C'est qu'on aurait pu espérer un peu plus d'efficacité politique. Mais néanmoins, c'est ce type de rapport, je pense, qui devrait permettre de trouver des points de consensus qui, je pense, parce que là, on dramatise un peu les choses, mais on peut y arriver. Vous avez parlé du sang et des larmes, cette référence churchillienne. Il y a quand même de la lumière au bout du tunnel. On peut le faire. Donc on peut y arriver. Et j'ai l'impression qu'il y a une capacité plus grande dans l'opinion publique des Français de trouver des consensus que leur représentation partisane au Parlement, qui est un facteur de genèse du dissensus. Voilà, on dispose d'un panel avec vous exceptionnel, donc vous allez pouvoir réagir un peu à ce que vous avez entendu. C'est la séquence un peu des questions à nos deux experts. Je vous invite à formuler une première question. C'est toujours la plus difficile, mais n'hésitez pas à prendre la parole. Je pense qu'il y a un micro qui va circuler. Alors je ne vois pas du tout les... Prenez la parole un peu. Bonsoir. Alors merci pour cette présentation. Séverine Serre, je suis juriste fiscaliste de formation et je réfléchis à ces questions de modernisation de notre modèle social depuis 17 ans. J'ai été membre de la commission, contributrice à la commission d'Arrois en 2008. Et en note de bas de page, j'avais déjà donné des pistes pour faire évoluer le système. Parce que, en réalité, je crois que toutes ces questions, en réalité, sont déjà... on y réfléchit déjà depuis très très longtemps. Il y a beaucoup de rapports qui ont été rendus à différents sujets plus précis. Le rapport d'Arrois était plus précis sur des professions réglementées très corporatistes. Les questions que vous avez abordées là, in fine, je suis désolée, je suis arrivée un petit peu en retard. Surtout démontre qu'en fait le niveau de salaire est très très bas. Effectivement, la société française a été smicardisée, que ce soit donc à un niveau très élevé de formation. La société française a été smicardisée en fait, puisqu'il y a une incitation qui a été faite pendant 30 ans à embaucher à des salaires au niveau du SMIC. Donc il y a eu, donc moi je suis l'auteur en fait de ces analyses depuis 2000. J'ai commencé mes analyses en 2006 sur ces questions et mes publications en 2008. Et donc si vous voulez, c'est un phénomène qui en réalité a emporté tout et également les comptes sociaux. Pour la retraite, pour tout, puisqu'in fine, on a plus de 50% des actifs employés qui sont au niveau du SMIC ou pas très loin. Donc, et c'est des personnes qui sont qualifiées. Donc, on a un véritable problème à ce niveau-là. Donc, je crois qu'on a compris votre interpellation. Et donc, moi, ma question, c'est est-ce que c'est pas surtout un problème de courage ? Parce que quand des personnes qualifiées, parce que moi je suis juriste fiscaliste, donc moi quand j'en parle, je sais de quoi je parle. Si vous voulez, quand des personnes qualifiées ont alerté, on dit attention, il faut, enfin voilà, il y a eu un problème de courage. Et donc, bon, voilà, il y a un problème de courage face à des analyses qui sont neutres, politiquement parlant, qui sont simplement des analyses de politique publique, d'efficacité de la politique publique. Il y a un problème de courage. C'est une question aussi que vous posez aussi aux économistes.
faites référence au courage des représentants politiques ou... Ah oui, mais ça, nous... C'est vrai. Il y en a des courageux, hein, mais ils ne restent pas longtemps. Après, c'est un sujet, en tant qu'économiste, la trappe à bas salaire. On met beaucoup d'argent en baisse de charges, au voisinage du SMIC, et donc il y a une trappe à bas salaire, et donc on sait qu'il y a des baisses de charges qui s'arrêtent à peu près avec différents paliers, un 6 de 5 SMIC, qui fait que quand vous augmentez les salaires, mais en plus vous devez payer de plus en plus de charges, et donc pour 100 € de hausse de salaire, vous pouvez très bien payer parfois 200 €, parce que vous payez des cotisations en plus qui augmentent. Et donc ça fait des trappes à bas salaire qui fait que en fait, beaucoup de personnes sont au SMIC, et normalement il y a une progression de salaire, mais ils sont... Donc petit 1, c'est assez complexe. Parce que en fait, le problème, et je prends ce problème-là pour vous montrer la question du courage, qui est juste, mais il y a aussi un débat très vif entre les économistes sur cette question-là. C'est que en fait, la réalité française, c'est la chose suivante, c'est qu'il y a beaucoup, on a parlé du taux d'emploi qui est très faible chez les jeunes et chez les seniors. Chez les seniors, c'est l'âge de la retraite qui est un peu plus court que les autres pays. Chez les jeunes, c'est qu'il y a 100 000 jeunes qui sortent du système éducatif sans aucune qualification et sans rien, sans diplôme, sans rien. Qui fait qu'il y a à peu près 600 000 jeunes qu'on n'arrive pas, et c'est un échec du système éducatif, malgré toutes ses qualités, à former. Ces gens-là, ils sont au chômage. Donc il y a une tentative. Alors déjà, j'allais qualifier. Ils sont au chômage si jamais ils ont les droits au chômage. Souvent, ils n'ont pas droit au chômage et donc ils participent pas. Ils sortent parce qu'ils ne participent pas. Mais ces 100 000, ça fait une poche du taux de chômage des jeunes qui est assez compliqué parce qu'il y a des étudiants qui est plus élevé que les autres pays. On sait par ailleurs que le SMIC moyen est plus élevé que les autres pays. Donc, pour certains collègues, on s'est dit, pour aider ces jeunes-là, on va leur mettre un premier palier pour accéder à l'emploi. Alors, il y a eu plein de choses qui ont été essayées. Il y a eu le SMIC jeune, il y a eu le CPE, le contrat première embauche. À chaque fois, c'était la même logique. C'était pour les jeunes que le coût du travail ne soit pas un facteur d'accession à l'emploi. On a les études économétriques sur la cité, ça donne 0,3. Ça, il y a eu des gens qui disaient ça, et qui avaient une logique vraiment, certains collègues que je ne vais pas trop critiquer, qu'elle est tellement sur cette logique-là, qui disaient que c'est un gâchis d'une jeunesse, qui ont plaidé de fait pour baisser très fortement les cotisations chez les jeunes, parce que c'est leur souci principal, et qui, sans s'en rendre compte, entraînaient une quantification des allègements de charges, qui fait qu'une génération après, ça fait cette trappe à bas salaire, dont ils n'avaient pas conscience avant. Donc, mais ce n'était pas un déficit de courage quand ils ont plaidé ça, c'était une mauvaise analyse. Ouais. Et malheureusement, la mauvaise analyse, ça existe aussi parmi les économistes. Ok. Bon, on va peut-être rester sur ce point. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Je ne vous vois pas, mais je vous laisse la poser. Je suis là. J'ai 2 questions. J'aimerais savoir votre avis sur la dette publique, parce qu'elle est financiarisée actuellement. Et on se demande pourquoi on ne peut pas la domestiquer un petit peu, comme c'est le cas au Japon, et comme c'était avant, dans les années 90. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, j'aimerais savoir pourquoi... J'ai oublié ma deuxième question, mais déjà, répondez-moi sur celle-ci. Oui. C'est pour vous, Catherine. Hein. Alors, juste pour vous rappeler... jusqu'à peu près au milieu des années 80, l'État émettait des bons du Trésor achetés par les banques. C'est-à-dire qu'il y avait une grande partie du déficit budgétaire qui était financée par création monétaire. Or, après les 2 chocs pétroliers et l'inflation qu'il y avait, et à l'époque, l'inflation était aussi expliquée par des phénomènes monétaires, moins maintenant, mais à l'époque, c'était très vrai. Et donc, on a décidé de ne plus faire un financement de la dette publique par création monétaire. Donc, il fallait émettre de la dette, ce que vous appelez sans doute financiarisation. Enfin, c'est ça. Oui, mais c'est transformé en titre de dette, en emprunt négociable. Voilà, en emprunt négociable. Donc, on a procédé à ça. On a modernisé le marché obligataire pour faire ça. Ce dont les entreprises ont profité, puisqu'avec un marché
obligataires plus modernes, elles avaient une nouvelle source de financement potentiel. Donc, il ne faut pas oublier les effets d'entraînement que ça a provoqué. Et puis, on a mis en place des systèmes, donc dans la modernisation, de spécialistes en valeur du trésor, c'est-à-dire les intermédiaires qui vont à des adjudications pour acheter la dette. À l'époque, il y avait des études qui ont montré que ça avait réduit le coût de la dette d'à peu près 50 centimes. Alors, ce sont des estimations, peut-être que ce n'était pas 50, mais seulement 30, mais 30 points de base, on a vu, c'est énorme au niveau de la dette. Donc, on a eu cette transformation de la dette en dette négociable. Voilà. Donc ça a eu des aspects positifs. Alors maintenant, un autre volet de votre question, c'est le fait que ce soit détenu par des non-résidents. Là encore, je peux regarder le verre à moitié plein. Le fait qu'il y ait beaucoup de non-résidents qui détiennent nos dettes, ça veut dire qu'il y a des investisseurs potentiels dans le monde entier qui sont prêts à acheter notre dette. Et du coup, le taux sur cette dette est un peu plus faible que si personne n'en voulait, en gros, évidemment. Donc ça a des avantages, mais évidemment ça a des inconvénients, parce qu'il y a une plus forte instabilité, du coup des taux d'intérêt, et, voilà, et des risques plus grands. Au Japon, c'est un peu compliqué, parce qu'ils ont 240% de dette sur PIB à peu près, donc vous voyez, on peut avoir de la marge si on prenait uniquement ce critère-là, sauf qu'elle est détenue, cette dette publique est détenue par les résidents, c'est vrai, par les Japonais. Mais du coup, les Japonais, on leur donne un taux quasi nul sur cette dette, et donc c'est de la répression financière, quoi. C'est-à-dire que, in fine, ce sont toujours les ménages qui payent la note, donc qui financent le déficit budgétaire à taux zéro. C'est la même chose que des impôts. Quand on vous dit on va peut-être faire un emprunt forcé à taux zéro, c'est la même chose qu'un impôt. Enfin, on n'est pas loin. Donc il faut, voilà, donc je serais pas, voilà, je suis plutôt contente que la dette soit négociable, moderne et tout ce que vous voulez. Un mot, Xavier. Je me suis rappelé de la deuxième question. Alors j'essaie de, je dis un point sur avant. Une question, Sous ton contrôle, aussi quand on dit les non-résidents, il faut avoir conscience que c'est aussi les autres pays européens, l'Italie, l'Allemagne, la Finlande. J'ai appris qu'il y a vachement de dettes publiques françaises, ils ne sont pas très contents en ce moment. Donc, et nous aussi, on détient beaucoup de dettes croisées. Donc, il ne faut pas oublier l'Europe, souvent on n'en parle pas, mais dans la constitution d'essayer de constituer un marché européen où l'épargne européenne finance les dettes publiques, on a plutôt incité les pays à diversifier, notamment les banques, leur détention de dettes, pour que ce ne soit pas les dettes françaises qui tiennent la dette, les banques françaises qui tiennent la dette française ou les banques allemandes la dette allemande, mais pour baisser le coût moyen et que l'épargne abondante, qui est l'épargne allemande, aide aussi. Alors, je pense qu'on a plutôt un déficit d'épargne. On peut en discuter. Il y a un mythe français de dire que les Français épargnent beaucoup, c'est pas vrai. Ah oui. Non, c'est pareil. Ceux qui épargnent beaucoup, c'est les Japonais, voilà. Mais notre épargne nationale Nationale, même. Parce que le taux d'épargne des ménages est très élevé, il n'a jamais été aussi. Non, même elle n'est pas très élevée. Ça, c'est ouais, voilà. Notre balance, l'État français et la France globalement épargne juste un petit peu moins que ce qu'elle investit. Et donc, nous, on est toujours obligés d'épargner et d'emprunter au reste du monde. On a toujours un déficit d'épargne. Il y a un débat qui est porté en disant « Oh là, il y a un surplus d'épargne français. » Non, on n'épargne pas assez. Et on est toujours obligé, aujourd'hui, au moment où on se parle, de s'endetter en pays par rapport au reste du monde parce qu'on dépense plus que ce qu'on épargne. Non, tu as raison de faire cette remarque parce que quand on parle de l'épargne, on ne précise jamais de quel taux d'épargne il s'agit. Alors, le taux d'épargne de l'État français, il est négatif, il y a un déficit budgétaire, mais le taux d'épargne de la France, qui inclut tout, l'État, les ménages et les entreprises, de façon schématique, là, ça, c'est légèrement négatif, ce qu'on voit dans les comptes de la balance des paiements. Maintenant, c'est l'épargne des ménages qu'on trouve assez élevée, quand même. Voilà, mais les ménages seuls. Donc tu as raison de faire cette précision. Il faut toujours préciser de quel taux d'épargne on va prendre votre seconde question, puis il y en a une au fond, je crois. Oui, ma deuxième question concernait, puisqu'on parle de l'Europe, on donnait l'exemple avec l'Italie, comme quoi, en fait, ils avaient créé un TOFLA pour attirer justement les entreprises quand ils ont fait leur réforme. Et je me demande pourquoi la France ne procéderait pas comme ça pour attirer des entreprises. Du coup, en fait, on va créer de la richesse et du coup, en fait, on va résoudre un petit peu notre problème de déficit public. Je n'ai pas compris la question. La mesure. Vous créez quoi en Italie ? TOFLAT.
enfin un taux, c'est la taxe. Oui, pour les 1 million notamment, pour les grandes fortunes. Non, mais, vous savez, oui, alors, les exonérations fiscales pour attirer des entreprises, vous savez, les champions là-dedans, c'est l'Irlande. Alors ça marche très bien, vous faites un taux d'imposition très très faible, vous attirez donc de très très grandes entreprises, et donc même si elles payent très peu d'impôts, ça fait beaucoup d'argent pour vous en taille relative. Et donc c'est merveilleux. Mais vous faites ça au détriment de vos copains, des pays voisins. Et la concurrence fiscale, c'est un vrai problème, et je pense que tous les économistes sont attristés que la taxe mondiale à 15% minimum de l'OCDE n'ait pas pu être mise en place. C'est autre chose. Une question. Le problème, c'est que si l'Italie fait ça, la France va le faire. Puis l'Italie va dire, ah, si la France va le faire. Et en fait, on voit, c'est les travaux de l'IPP, c'est que ça fait des baisses des taux d'imposition pour attirer les plus mobiles qui sont les plus riches. Et en fait, ça veut dire que le taux d'imposition en fait, décroît pour les plus riches, parce que les plus riches utilisent au maximum ces outils. Et cette question de justice fiscale dont vous parlez, eh ben, en fait, c'est essentiellement ces dispositifs fiscaux intra-européens qui fait que le taux de contribution à l'impôt baisse en haut de la distribution, parce que les 0,01 plus riches utilisent ces outils. Donc pour vous répondre, il ne faut surtout pas faire ça. On va prendre une ou deux questions, là, les dernières, parce que le temps tourne. Ma question, elle concerne ce qu'on entend parler dans la presse en ce moment, c'est la grande transmission. Est-ce que justement cette épargne, ce patrimoine issu, on va dire, du début des 30 Glorieuses, peut être un moyen, par une taxation ou par une captation par la puissance publique, de résoudre le déficit public français? Bonne question. Je vais vous donner deux réponses. La première, c'est qu'effectivement, on voit que l'accumulation des patrimoines intrafamiliaux augmente énormément. Et en fait, aujourd'hui, les héritages sont donnés par des gens de 80 ans, à peu près leurs enfants, de 60 ans. Et il y a énormément de recettes fiscales de l'héritage qui, en fait, circulent entre des classes d'âge qui épargnent. Et en fait, ça fait que c'est des gens, à 60 ans, c'est pas là que vous allez acheter votre appartement et votre scooter en général. Et donc, ça fait une circulation au sein de personnes assez âgées dans la distribution de revenus, avec des taux d'épargne très élevés, avec des montants qui augmentent énormément, parce qu'il y a une accumulation patrimoniale qui est liée à l'augmentation immobilière, mais pas que, dans les patrimoines français. Et donc, on voit que les transmissions à venir sont énormes. Bien. Maintenant, si vous demandez aux économistes, est-ce qu'il faut taxer l'héritage? C'est un consensus. Tous les économistes disent, c'est l'impôt le moins distortif, c'est le plus juste dans un certain sens, parce que vous ne taxez pas la richesse créée, vous taxez au moment de l'héritage. Et c'est vrai qu'il ne faut pas tout taxer, hein, mais c'est vrai que ceux qui ont de la chance d'être nés dans des familles aisées, c'est une chance, il n'y a rien à stigmatiser. Mais c'est vrai que si jamais les libéraux disent que en fait, je ne lègue pas à mes enfants la richesse, c'est à eux de le faire eux-mêmes. Donc les libéraux américains sont pour la taxation de l'héritage. Maintenant, à la gauche de l'échiquier politique, ils sont aussi pour la taxation de l'héritage parce que c'est un mécanisme de genèse d'inégalité intrafamiliale très forte. Donc, cette réalité, c'est que c'est un consensus dans tous les économistes de dire qu'effectivement, sans aller vers des montants astronomiques, il ne s'agit pas de tout taxer, d'exproprier, etc. Dans les impôts qu'on a touchés, plutôt qu'augmenter la TVA, on peut augmenter un petit peu la taxation de l'héritage en faisant attention, de manière intelligente, pour avoir du rendement. Maintenant, quand vous demandez aux Français, ils sont à 73% contre la taxe sur l'héritage et ils préfèrent les hausses de TVA. Il y a quelque chose qui se passe ici. C'est pourquoi la taxe sur l'héritage est aussi impopulaire alors qu'il y a un tel consensus dans les économistes. Et c'est là, c'est la seconde phase de ma question, parce qu'en tant qu'économiste, on y réfléchit énormément à ça. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas dans l'opinion publique qui fait qu'économiquement, en termes d'incitation, en termes de justice, en termes de rendement, en termes d'équité territoriale, etc., cette taxe-là, elle a toutes les bonnes propriétés. Je pense qu'on a du mal à penser la structure familiale. Oui, c'est un manque de psychologie. De la solidarité intrafamiliale dans des vieux pays. Alors, je vais faire un peu de culturalisme, je m'en excuse, hein, mais plutôt qui ont des structures familiales d'origine plutôt catholique. Les protestants ont un rapport assez différent parfois à la taxation de l'héritage, très individuel dans la promotion du mérite, qui est des choses qui nous échappent un peu, mais dont il faudra qu'on analyse un peu les fondements pour arriver quand même à trouver un peu de recettes fiscales en cela, parce que je pense que quand même je suis économiste, que ça a des bonnes propriétés, en essayant de trouver une adhésion
qui est, pour le coup, là, c'est dans l'opinion publique. Les politiques, ils sont d'accord avec moi. Hein. Tous les politiques, on discute dans les portes fermées, ils sont d'accord en disant on peut taxer plus. Mais jamais ils le proposeront parce qu'ils savent que c'est un suicide politique. Oui, Et là, c'est l'opinion publique. Il y a quelque chose à faire pour essayer d'expliciter, d'élaborer. Et la taxe Zuckman est un peu brouillonne, mais elle est dans le sens de montrer les distributions. Il y a un peu de pédagogie à faire sur la réalité de ce système fiscal dans l'héritage patrimonial français. Oui, Bien. juste Un dernier petit mot, parce qu'il faut c'est qu'on effectivement, conclue. faut bien souligner la différence qui existe entre les États-Unis et la France, par exemple, où aux États-Unis, tous ces ultra-milliardaires dont on parle régulièrement, ils donnent l'essentiel de leur fortune à des fondations et X millions à leurs enfants en disant ils ont eu la chance d'aller dans les meilleures écoles, de faire les plus beaux voyages, enfin, ils ont déjà eu beaucoup de chance, ils ont tous les atouts maintenant pour se débrouiller, on leur donne en plus quelques dizaines de millions et le reste, on fait une fondation. C'est pas du tout la façon de procéder en France. Et en France, on voit bien que les familles les plus riches, familles au sens large, sont les mêmes quasiment qu'il y a 50 ans ou 100 ans, alors qu'aux États-Unis, pas du tout. Donc il n'y a pas du tout la même mentalité. Et le dernier point, qui aussi, moi, me rend perplexe, c'est qu'effectivement, la population française est contre la taxation d'héritage, alors que l'héritage moyen est très faible. J'ai essayé de me souvenir, je crois que c'est 150 000 € ou un truc comme ça. C'est très, très faible. Et donc, à ce niveau-là, c'est quasiment exonéré de frais de succession. Donc, quand quelqu'un vous dit oh, bon, on va supprimer les frais de succession, si vous dites ça, vous favorisez vraiment les catégories les plus aisées. Mais il y a un rejet psychologique à ce système d'imposition. Il y avait une proposition qu'on avait faite parmi les économistes, c'était même pas d'augmenter la taxation d'héritage, c'est de faire à fiscalité constante que chacun puisse donner son héritage à qui il veut, avec une petite favorisation des enfants, mais beaucoup moins qu'actuellement, où normalement, il y a juste pour laisser augmenter la liberté du donateur. Et même ça, même si on baisse la fiscalité d'héritage, les gens sont contre. Il y a une relation perçue de filiale, de transmission, qui fait que même si c'est pour augmenter la liberté des gens, éventuellement des enfants dans le futur, il y a une relation familiale qu'on a du mal à intégrer dans des économiques. Bien. Mais écoutez, on va rester sur cette notation intéressante, en espérant qu'on aura donc un budget d'ici la fin de l'année. Et en vous remerciant l'un et l'autre pour la passion que vous avez mis pour développer vos arguments.